le pouvoir et l'autorité dans l'entreprise et notamment distinction entre pouvoir et autorité. C'est quelque chose d'important et c'est quelque chose qui nous a été transmis par Max Weber, qui est le premier sociologue effectivement à apporter cette distinction. Alors pour Max Weber, eh bien, le pouvoir, c'est la capacité d'imposer sa volonté, de forcer l'obéissance ou de faire prévaloir son opinion au sein d'une organisation. Donc on contraint en quelque sorte l'autre à faire comme on a envie qu'il fasse. Voilà ce qu'est l'expression du pouvoir. L'autorité, elle, j'allais dire au contraire, c'est pas exactement le contraire, mais c'est quand même très différent. Elle va désigner l'aptitude à faire respecter volontairement les ordres. Donc on est plus sur le consentement, sur l'acceptation de ce qui est demandé de la part du subordonné dans le cadre d'une entreprise. Donc on peut dire que contrairement à l'autorité, l'exercice du pouvoir n'implique pas obligatoirement l'adhésion des individus. On va les contraindre à agir tel qu'on veut qu'ils le fassent. Et que l'exercice du pouvoir eh bien, va pouvoir nécessiter le recours à des moyens coercitifs, la menace d'une sanction ou la sanction en elle-même quand l'individu n'obéit pas. Donc voilà ce que l'on pouvait dire sur cette distinction entre pouvoir et autorité, et que donc les deux notions évidemment sont en pratique dans les entreprises. Alors, quels sont les fondements juridiques du pouvoir? Sur quoi repose le pouvoir? Il repose d'abord, effectivement, sur le droit, puisque, par exemple, le contrat de travail eh bien, implique un lien de subordination. Et qu'est-ce que ça veut dire, un lien de subordination? C'est-à-dire que le salarié, finalement, se subordonne aux desiderata de son supérieur hiérarchique et, bien entendu, du chef d'entreprise. Alors, quand je dis aux desiderata, pas n'importe quel desiderata, ceux qui sont prévus, les obligations qui sont prévues dans le cadre du contrat du travail précisément. Alors, le contenu du contrat de travail prévoit l'étendue du pouvoir et aussi l'étendue des responsabilités des hommes, notamment quand ils sont pris dans une position hiérarchique. Donc on le voit bien, il y a un fort contenu juridique à cette notion de pouvoir dans l'entreprise. On peut considérer que par ailleurs, ce sont les droits de propriété qui sont les premiers fondements du pouvoir dans l'entreprise. Et je vous rappelle quand même que si on peut signer un contrat de travail avec un salarié, c'est que par ailleurs, le dirigeant est le propriétaire ou le représentant des propriétaires dans l'entreprise et que c'est à ce titre qu'il peut effectivement faire signer un contrat de subordination à un salarié. Donc les droits de propriété sont le fondement même du pouvoir dans l'entreprise. Alors là, il y a plusieurs cas effectivement à envisager. Le premier, c'est le cas de la petite entreprise classique, la PME d'une manière générale, là où on trouve des patrons, c'est-à-dire quand le rôle d'actionnaires et de dirigeants sont confondus, actionnaires ou en tous les cas propriétaires. Et là, on est dans le cadre du petit capitalisme entrepreneurial. Et évidemment, il n'y a pas de souci par rapport au droit de propriété, puisque ce que fait le dirigeant le fait le propriétaire, puisque évidemment, les deux personnages sont confondus. Alors, ensuite, on a tous les régimes avec une séparation entre le propriétaire ou les propriétaires et les dirigeants. Et là, on est dans une problématique de la gouvernance. Je vous rappelle, problématique de la gouvernance, un sujet important à l'heure actuelle. Est-ce qu'on est sûr que les dirigeants que l'on nomme, que l'on désigne, eh bien, vont agir conformément à l'intérêt des propriétaires? Donc ça va appeler des réponses institutionnelles, des réponses en termes d'organisation du gouvernement, mais aussi des réponses en termes d'incitation. Par exemple, le fait de transformer les dirigeants d'actionnaires ou de leur distribuer, de leur faire bénéficier de plans de stock option. C'est effectivement un moyen de s'assurer un bon gouvernement d'entreprise, c'est-à-dire des décisions qui sont prises par les dirigeants dans l'optique de vraiment satisfaire les propriétaires. Donc, la théorie de l'agence nous apprend d'ailleurs énormément de choses sur la nature de cette relation. Alors, quand effectivement il y a séparation entre les propriétaires et les dirigeants, après il faut distinguer deux autres types de situations. Celles où les dirigeants sont en rapport avec ce qu'on appelle des actionnaires de référence, c'est-à-dire généralement des personnes morales qui détiennent une partie significative du capital, voire qui sont les actionnaires majoritaires ou principaux
de l'entreprise, et puis le cas des petits porteurs, des petits actionnaires qui, on le sait, malgré les progrès de la gouvernance en la matière ces dernières années, eh bien, sont quand même un peu lésés, et ils sont obligés aujourd'hui de se regrouper, effectivement, pour pouvoir peser et pouvoir faire valoir leur intérêt par rapport aux dirigeants et par rapport aux autres types d'actionnaires. Et puis, il y a l'actionnaire majoritaire qui est une personne morale. Et donc, si une personne morale possède plus de 50% du capital d'une autre entreprise, eh bien, on est dans le cadre de ce qu'on appelle une filiale. Et donc, effectivement, là, il va y avoir, mais c'est une politique de la maison mère, quel degré d'autonomie va-t-on confier à la filiale? Est-ce qu'on va laisser les dirigeants agir avec une grande autonomie ou au contraire, est-ce que les dirigeants ne seront que le bras séculier, le bras agissant en quelque sorte de la maison mère? Donc là, après, ce sont des rapports de pouvoir qui sont instaurés d'une manière institutionnelle. Alors, quels sont les autres fondements du pouvoir de l'autorité? Puisque vous vous doutez bien quand même que dans l'entreprise, tout n'est pas régi par des questions juridiques, même si, évidemment, ce serait beaucoup plus pratique si tel était le cas. Mais ce n'est pas comme ça. Alors, voyons ce que nous propose Michel Crozier en termes d'analyse des fondements du pouvoir et de l'autorité. Il nous dit d'abord, le pouvoir dans l'entreprise, il est souvent lié à la possession d'une compétence. C'est parce qu'on a un savoir, un savoir-faire ou un savoir-être particulier, en quelque sorte, eh bien que on va avoir de l'autorité parce que ça va être reconnu par autrui et que autrui va avoir aussi besoin de nous pour pouvoir mener sa mission. Et donc la compétence est effectivement source et de pouvoir et d'autorité. Dans le même ordre d'idée, nous dit Crozier, c'est la maîtrise des relations avec l'environnement, c'est-à-dire il y a ceux qui connaissent bien les clients, les fournisseurs, les tiers qui sont importants et qui donc là possèdent un type de compétence, mais ce type de compétence il n'est pas technique, c'est pas une compétence métier de l'intérieur, c'est une compétence relationnelle avec les tiers qui comptent pour l'entreprise. Dans le même ordre d'idée, toujours dans l'aspect réseau de communication, mais cette fois-ci en interne, eh bien, il y a les individus qui maîtrisent les canaux de communication dans l'entreprise et qui donc, de ce point de vue-là, ont une certaine influence. Et donc, ceci est source, évidemment, d'autorité de pouvoir dans l'organisation. Et enfin, il y a ceux qui maîtrisent les règles organisationnelles, c'est-à-dire ceux qui comprennent comment ça fonctionne dans l'entreprise, qui fait quoi, qui doit-on aller voir, quel est le personnage influent, parce qu'on s'aperçoit souvent que les organigrammes de structures ne correspondent pas exactement à la véritable répartition du pouvoir, et il y a les gens qui connaissent les personnes influentes, et donc évidemment, cette connaissance des mécanismes institutionnels, de l'organisation, eh bien, va conférer un pouvoir et une autorité à celui qui les maîtrise. Alors, en fait, si on reprend l'analyse de Crozier sur les fondements du pouvoir, eh bien, on peut dire que pour lui, le pouvoir est lié à la maîtrise d'une zone d'incertitude. C'est très important, d'ailleurs, dans sa théorie de l'analyse stratégique, que ces zones d'incertitude, l'entreprise ne peut pas tout prévoir. Il y a évidemment des zones d'ombre, et c'est effectivement ceux qui maîtrisent le mieux ces zones d'ombre qui sont détenteurs du pouvoir. Et puis, il montre aussi, et ça c'est un intérêt extrêmement important dans la réalité des entreprises, que le pouvoir formel, c'est-à-dire celui qui est prévu sur le papier, et le pouvoir réel, c'est-à-dire celui qu'on va effectivement rencontrer dans le fonctionnement des organisations, souvent sont très différents. Alors, on peut proposer aussi une autre analyse, qui est l'analyse de French et Raven, d'un autre type, qui, eux, vont distinguer deux types de pouvoir, le pouvoir personnel et ce qu'ils appellent le pouvoir d'opposition. Alors, le pouvoir personnel se déclinant lui-même en deux catégories, le pouvoir personnel de référence et le pouvoir personnel d'expertise. Alors, le pouvoir personnel de référence, c'est quoi ? Finalement, c'est le pouvoir charismatique. On verra tout à l'heure ce qu'est la légitimité charismatique pour Max Weber. Il est fondé, ce pouvoir charismatique, sur la capacité à influencer par ce que l'on est, à un sujet de référence, parce qu'on est source d'admiration et d'identification de la part des autres. Donc là, c'est la valeur du chef qui sommeille dans certains individus qui vont faire que ces individus ont un pouvoir personnel important. Il y a des capitaines d'industrie qui sont de cette nature-là. Pensez à un Édouard Michelin, pensez à un André Citroën, pensez en termes politiques à un Charles de Gaulle. Donc ce sont des personnages comme ça
qui ont un très très fort charisme, et évidemment, c'est ça qui va asseoir leur pouvoir personnel, parce que naturellement, ils sont investis des attributs et de la fonction du chef. Alors, le pouvoir personnel, quand il n'est pas de référence, tout le monde n'a pas un charisme exceptionnel, eh bien, peut être lié à l'expertise de l'individu, c'est-à-dire, finalement, à la pertinence des compétences, essentiellement des savoirs et des savoir-faire, qui sont détenus au regard des besoins de l'action. Donc, il y a des individus qui ont plus de compétences que d'autres, et effectivement, c'est ça qui va leur donner, finalement, le pouvoir personnel. On retombe, en quelque sorte, sur le premier aspect de l'analyse de Crozier. Alors, le pouvoir de position, maintenant, donc lui, il est aussi de double nature, il est légitime ou coercitif. Donc, légitime, ça va être très conforme à l'analyse de Max Weber que je vais vous présenter tout à l'heure. C'est la légitimité légalo-rationnelle, c'est-à-dire, voilà, il y a des individus, ils sont là parce qu'ils ont été recrutés pour ça. Par exemple, dans l'administration, ils ont été recrutés sur un concours en fonction de diplômes. Donc, ils sont effectivement à leur place parce qu'ils ont une compétence qui est reconnue et, j'allais dire, qui est universellement reconnue, en tous les cas, dans le cadre d'une administration. Donc, voilà la légitimité, ils sont à leur place. Et puis, le pouvoir de position coercitif, qui, lui, est lié à la capacité, encore une fois, à menacer ou à sanctionner. Et donc, le pouvoir est lié aussi à cette possibilité qu'on a sur ceux sur lesquels on va pouvoir exercer ce pouvoir, eh bien, de les menacer ou de les sanctionner s'ils n'exécutent pas correctement les ordres qu'on leur donne. Plus positif, le pouvoir de position de renforcement, c'est-à-dire la capacité qu'a un supérieur hiérarchique à distribuer des récompenses. Ça fait penser effectivement au budget discrétionnaire prévu dans certaines théories. Effectivement, le cadre, le dirigeant peut, à sa disposition, des récompenses à distribuer aux salariés les plus conformes. Et c'est ça aussi qui va asseoir son pouvoir. Donc, c'est un système de sanctions. Si on prend les deux dernières positions, coercitif et renforcement, eh bien, c'est un système de sanctions dans le sens sociologique du terme. Négatif, la punition.